Alors, déjà je vais mettre les dates parce qu'on va faire comme le nom Wikipédia. Alors pourquoi on s'est mis à étudier en fait Vernadsky? Parce que, bon, déjà Larouche, on a longuement et souvent parlé depuis longtemps, et qui est vrai quand on en parle, pour ceux qui connaissent en général, c'est vrai que c'est souvent ceux qui défendent aujourd'hui une vision écologiste du monde. Et Larouche, dernièrement, dans un de ses écrits, qui s'appelle Le principe de l'esprit, évoque cette question un petit peu polémique. Disons que si on veut comprendre l'esprit humain, alors il va falloir refaire la découverte que fait Vladimir Vernadsky dans la biosphère. Donc en liant la question de l'esprit humain à la biosphère. Et la première phrase qu'il dit dans ce texte, c'est que Vernadsky et son contemporain Einstein, en fait, ont placé toute leur tradition scientifique et leur plus grande découverte dans la tradition du concept riemanien de dynamique. Tout le monde connaît, je le dis. Concept riemanien de dynamique, donc je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais c'est un peu ce qu'on a commencé à approcher hier, disons avec la tradition des pythagoriciens, de Kepler, comment on peut identifier en fait, dans un processus par exemple comme la géométrie, certaines limites, et après voir est-ce que ce premier niveau de limite, en fait on ne peut pas aller plus loin, ou alors il y a un niveau de complexité supérieur, en fait, qu'on peut atteindre à partir de ces premières limites. Vous l'avez vu en construisant les solides, par exemple, vous prenez un carré, tout simple, vous faites un cube. Après, vous prenez un triangle, vous faites un tétraèdre. Après, vous faites une cosaèdre, etc. Et à partir de ce premier niveau, vous vous rendez compte que très vite, avec une seule espèce de figure, c'est-à-dire un carré, ou un triangle, ou un pentagone, vous faites 5 solides platoniciens. Bon, c'est très limité. Après, vous dites, bon, ben, est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Je vais combiner deux solides, enfin 2 surfaces par exemple. Là, vous voyez, vous arrivez à 13 solides, comme on l'a fait hier soir. Donc ça, c'est... on va y revenir. Mais, donc, Larouche place cette tradition de Vernadsky dans cette conception-là. Et la question que moi je voulais poser, c'est qui connaît la vie? La vie. Vous ne connaissiez pas Vernadsky? Qui connaît la vie? Et la question peut-être la plus, je dirais la plus fondamentale que pose Vernadsky, c'est est-ce que la vie a toujours existé? Mais ça dépend comment on la définit. Alors, est-ce que la vie parce que pour la plupart d'entre nous quand même, enfin moi c'était un petit peu mon cas, il paraît presque logiquement nécessaire qu'à un moment T du temps géologique, du temps cosmique, du temps de l'univers, peu importe la référence à laquelle on place, la vie est apparue. À un moment donné, T. Attends, j'ai un problème avec la caméra. Est-ce que la vie a toujours existé? Ah oui, il n'y a pas d'accent. Ah, je suis à moins que le T était déjà là avant, je ne l'avais pas effacé. On va faire de la science, pas de la littérature. C'est quoi le problème? Parce que je pensais que c'est un autre sens. Est-ce que la vie est censée exister depuis toujours, ou est-ce que la vie existe depuis toujours? Disons la question qu'on pourrait poser plus explicitement, est-ce que la vie a commencé? Est-ce que la vie a un commencement? Parce que pour la plupart d'entre nous, comme je vous disais, l'idée préconçue qu'on a, c'est que voilà, on est là, donc il y a bien un moment où il y a eu un homme. Premier. Il y a bien un moment où il y a eu le premier œuf
qui a donné la première poule. Il y a un moment T dans l'histoire des temps géologiques ou cosmiques où, en fait, disons, la vie a commencé. Ça, c'est la première question que va poser Vernadsky. Est-ce que la vie a réellement un commencement? Parce que souvent, c'est un axiome de considérer que la vie a commencé à l'instant T. Donc ça, c'est la première chose qu'il va introduire dans son bouquin. Donc il dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit, c'est pour répondre un peu à cette question. Et en fait, au fur et à mesure de se poser ce type de questions, il va vraiment révolutionner, en fait, complètement l'univers, la conception même, pas la conception, l'univers même dans lequel on vit, en faisant une découverte de principes physiques universels. Et on va le dire de manière formelle, mais on va y venir. Donc il dit la vie. La vie, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve à la surface de la planète Terre, exclusivement. C'est ce qu'on appelle la biosphère. Ça, c'est son livre. Donc il dit, on va étudier en fait cette biosphère. Parce que c'est là, c'est la région de l'écorce terrestre, ce qu'il appelle la biosphère, c'est la région de l'écorce terrestre occupée par la vie. Bien, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Donc la première chose qui se fait comme réflexion, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui fait déjà qu'on peut la voir, cette biosphère? Qu'est-ce qui fait qu'elle existe et qu'on la voit? Par évident. Les yeux. Les yeux. La lumière. La lumière. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il amène, c'est que c'est grâce aux rayons lumineux des astres célestes et du soleil, en fait, que cette biosphère nous est visible, en fait, et puisse exister. Donc, et là c'est drôle par rapport à ce qu'on a fait hier, c'est qu'il parle en octave. C'est pas allumé. Il dit voilà, ces rayons lumineux, jusqu'à présent dans la connaissance scientifique de l'époque, on a identifié 40 octaves. On a 40 octaves plus ou moins connues de rayonnements lumineux, dont certains on ne connaît pas bien, mais quand même, il y a certaines octaves qu'on connaît en fonction des longueurs d'onde. C'est par rapport à des longueurs d'onde. Et là, il identifie à l'époque, ce qu'il trouve, c'est qu'il y a 4 octaves et demi en fait, qui rayonnent sur la Terre. 3 octaves de rayonnement thermique, une octave de rayonnement lumineux du Soleil et une demi-octave de rayons ultraviolets. Ça, c'est les connaissances de l'époque. C'est ce qui arrive sur la surface de la planète Terre. Donc il dit que c'est grâce, en fait, c'est un peu ce que disait Benoît, on a parlé de hier, c'est grâce à ce rayonnement lumineux, en fait, que la matière qui est à la surface de la planète Terre devient active. Donc, grâce à ces rayonnements lumineux, sur l'écorce terrestre, il y a un travail qui se fait, en fait, pour devenir actif à la surface de la planète Terre. Donc la matière même, première réflexion qui se fait, c'est que la matière même, en fait, de l'écorce terrestre, pas une matière chimiquement inerte, mais c'est une source de transformation, en fait, par le rayonnement lumineux, de ces éléments mêmes, des forces cosmiques et ce qu'il appelle les forces cosmiques extérieures. Donc la première conclusion à laquelle il arrive, c'est qu'il est impossible en fait d'expliquer l'écorce terrestre et sa composition uniquement d'un point de vue en fait de sa composition chimique sur Terre, mais simplement dans son interaction avec les rayons cosmiques extérieurs. Ça c'est la première chose qu'il va poser comme paradoxe, c'est-à-dire que la biosphère est un phénomène cosmique, pas un phénomène terrestre. Voilà. Donc il place déjà dans un contexte beaucoup plus grand. Donc, la biosphère est un phénomène cosmique, c'est même la région même de la transformation des rayonnements cosmiques. Donc ça c'est la première conclusion à laquelle il va arriver. Donc après il dit quand même on va regarder ça d'un peu plus près parce que bon, il y a quand même certains paradoxes qui se posent quand on commence à étudier la biosphère. Et le premier paradoxe, c'est qu'on voit justement que dans ces longueurs d'onde, en fait, il y a des longueurs d'onde
On va le mettre comme ça. Des longueurs d'onde, bon, je crois que c'est 180 à 200 nanomètres, je sais pas quoi, hein, c'est ultra gelé, qui détruisent tous les organismes vivants. C'est-à-dire qu'il y a des rayons cosmiques qui viennent sur Terre et en fait détruisent tous les organismes, qui empêchent la vie en fait. Or, aujourd'hui, ce qu'on sait à l'époque, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la fameuse couche d'ozone. Mais par quoi est créée la couche d'ozone? Par des organismes. Pas des organismes vivants. Un rayon solaire. Le Par, soleil. par le soleil, exclusivement. Non. Non. Par les volcans. Par une réaction chimique. Donc là, c'est le premier paradoxe qu'il pose. Il dit voilà, on sait que les radiations, certaines radiations, l'ozone protège les organismes vivants. Et c'est les organismes vivants, en fait, qui créent l'ozone. Ah oui, c'est les gaz qu'ils émettent qui. Voilà. En fait, ce qui retient certains rayons de détruire les organismes, c'est la stratosphère et la couche d'ozone. On se rend compte que dans les temps géologiques, cette couche d'ozone a été fabriquée, en fait, en grande partie, par les organismes vivants. Et, Il a fait cette découpe. et lors des orages, la foudre produit de l'ozone. La foudre transforme l'oxygène en ozone. Mais ton oxygène, Mais à l'époque, il savait déjà, quand il a émis ces paradoxes, il savait déjà, c'était en quelle année? Bah ça, il est écrit en 1925, je crois. D'accord. Donc, ils savent déjà hein, que l'ozone se détruit, se reconstitue en permanence, etc. Ça, c'est le premier paradoxe. Mais attends, moi j'ai pas compris le paradoxe. C'est-à-dire que ce qui protège les organismes vivants de leur destruction est en grande partie lié à la production même de ces organismes vivants. Mais il y a certains organismes qui n'ont pas besoin d'ozone. Non, non. Et certains organismes n'ont pas besoin. Ils sont développés pendant la nuit. C'est une bonne hypothèse. Donc ça, c'est la première chose. Bon. Va développer au fur et à mesure. Alors, le deuxième paradoxe, c'est qu'il se rend compte, en fait, que c'est les êtres vivants, c'est les organismes vivants qui sont à la surface terrestre, qui transforment l'énergie rayonnante en fait, du Soleil en force chimique active. Ce qu'on appelle voilà, la force géochimique dans la biosphère. Donc c'est les êtres vivants eux-mêmes, en fait, qui captent les rayons lumineux du Soleil. C'est un peu ce qu'expliquait Debreu fait hier avec la photosynthèse. En fait, pour transformer en énergie chimique active, qui va justement, elle, produire de nouveaux composés chimiques sur la surface de la planète, dans des quantités, mais par millions de quantités différentes. Il y aura des compositions variées. Bon, vous vous baladez là, vous avez, je sais pas, j'ai compté combien d'arbres différents, les vaches, enfin, et des composés chimiques, en fait, animales, dans le sens vivant, matière vivante, ce qu'il appelle la matière vivante, en fait, qui sont produits en quantité infinie par, justement, ces organismes vivants qui transforment les rayons lumineux. Donc ça, c'est la deuxième chose. Le deuxième paradoxe. L'ozone protège les organismes qui créent l'ozone. On va le simplifier, le premier. Donc le deuxième paradoxe, c'est que c'est les êtres vivants, ou la matière vivante, on va dire. Pardon. Ça Donc c'est la matière vivante C'est un rêve scientifique. qui crée la matière vivante. Deuxième paradoxe. Donc ce qu'on voit déjà, ce que ça pose comme conclusion, deuxième conclusion qu'il pose, après le fait que la biosphère est un phénomène cosmique, c'est qu'en fait, il y a une distinction nette quand on commence à voir que c'est
seule la matière vivante par la photosynthèse ou d'autres procédés qui créent la matière vivante dans des compositions chimiques toujours plus variées, plus infinies par rapport au milieu, etc., en fait, est complètement distinct. Donc il pose la conclusion d'une distinction nette entre la matière brute, c'est-à-dire la matière inanimée, en fait, les éléments ou différentes choses, et la matière vivante. Parce que cette transformation d'énergie, qui est effectuée par la matière vivante, n'est pas effectuée par la matière brute. Jamais. Voilà. Ça, c'est le deuxième paradoxe. Ça nous avance bien. Le troisième. Il constate que comment est-ce qu'on distingue la matière vivante de la matière brute? Comment est-ce qu'on délimite la matière vivante par rapport à la matière brute? par rapport à, disons, à leur réaction, à leur action en fait. Mais la matière vivante, elle est tirée aussi de la Tu vois, la matière brute, elle est chimiquement inerte. Elle n'est pas chimiquement inerte, elle ne fait pas des nouvelles choses. Les minéraux, par exemple. Les minéraux sont disons, une conséquence des organismes vivants, en grande partie. Oui, les minéraux au sol, c'est la matière brute. C'est de la matière brute. C'est la matière brute, c'est une conséquence du monde de la vie. Les plantes sont faites de matière brute. Les plantes, c'est de la matière brute aussi, dans un sens. La planète Terre, dessus, la biosphère. Donc c'est tiré aussi de là, la matière brute. Est-ce que c'est si évident que ça? Parce que la matière brute, si tu veux, certains composés chimiques peuvent être les mêmes, ils n'ont pas la même action par rapport à... Ouais, mais ça fait une différence. ouais, mais si tu pars du principe que des plantes, après, il y a des organismes plus complexes qui se créent à partir des plantes, ça peut dire peut-être pareil de la matière brute. De la matière brute, après, il y a les plantes, etc. Justement, ça, c'est le troisième paradoxe qu'il pose, c'est-à-dire qu'on n'a jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité, encore jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il appelle la biogénèse. C'est-à-dire la production en fait, de matière vivante à partir de la matière brute. Il n'y a jamais vu ça. Donc ça pose quand même une question. Il dit deux choses. À un moment donné, il dit voilà, il n'y a jamais eu d'abiogénèse, c'est-à-dire que jamais eu de production de matière vivante à partir de la matière brute. C'est quand même une distinction justement comme il dit nette et infranchissable entre les deux. Et il dit même, quelque chose qui va peut-être vous choquer, sur lequel on est encore en train de réfléchir, on n'a jamais connu de période géologique azoïque, c'est-à-dire dénuée de vie. Si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans l'histoire des temps, alors, il n'y a jamais eu de matière vivante qui a été produite à partir de la matière brute, ça c'est la première chose, la biogénèse, et pas de temps géologique connu azoïque, c'est-à-dire dénué de vie. Allô? Parce que comme la matière morte ne peut pas engendrer la vie, si on part du fait établi que la vie existe, il y a forcément un lien, ce qu'il appelle un lien génétique dans l'histoire de tous les temps géologiques à la vie qui est présente actuellement. Parce qu'elle n'a pas pu naître de manière spontanée. Alors c'est un sacré challenge parce qu'à son époque, je crois qu'ils ont remonté les traces de vie, je crois que c'est 2 milliards d'années.
Ils ont une idée, en fait, que les premières traces de vie, en fait, datent de 2 milliards d'années. Ils ont les conséquences de cette vie. Aujourd'hui, si vous regardez le film de Yann Arthus Bertrand, c'est 3 milliards, je crois, il est dans le film. 3 milliards 8. Voilà. Donc la planète a 4,5 milliards d'années et la vie est apparue. Il y a 3,8 milliards d'années. Là, il y a 700 millions en fait entre la naissance de la Terre, de différence, disons la naissance de la Terre, et l'apparition spontanée de la vie. Mais c'est qu'on n'a pas pu remonter au-delà. Ben, c'est ce que pose comme polémique Vernadsky. Et moi je pense même, aujourd'hui, et ça je pense c'est un peu un défi que nous on doit se fixer, c'est qu'il y a forcément en fait un lien initial entre la configuration de la Terre et ses éléments, sa place dans l'univers en fait, et la vie. Dès le commencement même en fait de la planète Terre. Ça c'est quelque chose, je fais peut-être une prévision scientifique un petit peu ambitieuse, mais je pense que c'est quelque chose qu'on trouvera. Ça ne fait pas de distinction en fait entre l'apparition de la vie et l'apparition de la planète Terre. C'est un phénomène en fait qui est commun dans l'histoire des temps géologiques en fait, et qui est un bon défi. Parce que justement, à son époque c'est 2 milliards, aujourd'hui c'est 3 milliards 8. Ça peut être intéressant d'aller regarder sur quoi est basé ce chiffre de 3 milliards 8 et d'essayer de voir quel est le lien génétique, comme l'appelle Vernadsky, qui nous a donné cette soi-disant première apparition de la vie. Oui, c'est que tu as des germes. Donc ça, il place constamment ça avec, pour essayer d'amener notre esprit à quelque chose. Donc voilà, donc il y a cette distinction nette en fait entre la vie, ce qu'il appelle la vie et la matière morte, et seule la vie engendre la vie. Donc je repose la question, y a-t-il un commencement à la vie? Si seule la vie engendre la vie. Au moment où la Terre a été formée, la planète. Et la planète elle est formée de matière brute. Et à ce moment-là, il y a un interface entre la matière, j'ai qu'il y a quelque chose qui fait la vie, quoi. En prenant de la matière inerte, quoi. Qui prend de la matière? C'est un site créateur. Avec une interface. Donc voilà. Donc ça, c'est les premières choses à laquelle il commence à poser comme, disons, comme révolution dans l'approche même en fait, de la conception qu'on a à l'époque de la vie dans ses études justement, chimiques, physico-chimiques. Après, il pose quelque chose d'intéressant qui est un peu son quatrième paradoxe, qui est la question de l'ubiquité de la vie. Tout le monde sait ce que ça veut dire, ubiquité? Non. C'est la présence simultanée. C'est quoi? La présence. L'ubiquité de la vie, c'est cette capacité, en fait. Il dit, voilà, quelque part, il se dit, est-ce que vraiment, il y a, comme la vie a toujours engendré la vie, est-ce qu'il y a un berceau de la vie? Souvent, on a une vision assez linéaire du monde dans lequel on vit. C'est dit, bon, voilà, les gens disent, bon, la vie est apparue, après elle s'est développée, puis là, on est là, en fait. Ou pareil pour les êtres humains, les premiers, etc. Mais en fait, ce qu'il dit là, si en fait, la vie, en fait, existe, qu'est-ce qui fait qu'il y aurait eu un berceau de la vie? Puisque en fait les conditions sur la planète Terre, elles sont les mêmes à peu près partout, il y a des milieux différents. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a des différentes choses.
mais que partout, en fait, grâce au rayonnement solaire et à la condition de la planète et à ses éléments, en fait, la vie peut naître partout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des berceaux de vie un peu partout différents. Ce qui est quand même assez intéressant quand on voit justement la quantité, je dirais, infinie d'expression en fait, de la vie animale et végétale. Ça pose quand même pas mal de questions. Parce que souvent on a l'impression que voilà, il y a eu une bactérie, puis un poisson, puis un alligator, puis un sanglier, puis un oiseau. Et on a cette vision linéaire. Et en fait, ce que dit Luisan, il réfute ça. Il ne le réfute pas explicitement, mais en posant ce paradoxe de l'ubiquité de la vie, là, parce que la vie englobe la surface de la Terre, par les conditions, en fait, justement, la vie va se développer dans différentes formes partout, en fait. Elle va prendre des formes différentes, des milliers de s'adapter, entre guillemets, à des conditions totalement différentes. Ce qui réfute quand même pas mal, je dirais, l'idée du berceau de la vie ou du berceau de l'humanité. Enfin, il y a pas ce paradoxe-là, qui n'est quand même pas si évident. Et si on parle de berceau de la vie, c'est que la vie a commencé quelque part. On parle de ça parce que, soi-disant, la vie a commencé à un instant T. Donc ça, c'est et après, et c'est là où ce que disait Benjamin, je pense qu'il a quand même raison, en quoi Vernadsky peut être considéré comme le père de l'écologie. C'est quand même paradoxal, puisque l'écologie, aujourd'hui, c'est de dire on est dans un monde de ressources limitées, vous le savez tous, donc il faut les économiser. Enfin, de l'économie écologique. Or, cette fichue biosphère, qu'est-ce qu'elle fait? Le principe de la vie prend à la surface de l'écorce terrestre toute la matière brute inanimée et la transforme, l'épuise même. Et la remplace. C'est dégueulasse cette biosphère. Elle épuise des ressources de matière brute inanimée. Donc, si j'étais aujourd'hui écologiste, j'interdirais tout simplement la biosphère. Si vraiment les écologistes étaient sérieux, ils interdiraient la biosphère pour protéger ce qui fait vraiment la Terre, c'est-à-dire la matière brute inanimée. Parce que là, on voit ce processus de biosphère qui épuise, transforme par des composés chimiques, des révolutions technologiques, je dirais même, transformer tout ce qui était là en matière morte inanimée, en sulfate d'azote, enfin plein de phénomènes complexes et divers et variés. Donc c'est assez paradoxal. Donc ça c'est une polémique qui lui ne fait pas directement, mais disons qui montre un petit peu comment fonctionne cette biosphère et comment c'est légitime qu'un principe d'organisation en fait, supérieure utilise le principe d'organisation inférieure pour se développer à un niveau différent. Donc il revient sans cesse là-dessus, en fait, à la fin. C'est que nulle part, ce que je disais tout à l'heure, nulle part on voit justement en fait la transformation de l'énergie solaire en énergie chimique se fait indépendamment d'un organisme vivant antérieur. Donc là, disons, il y a pas mal d'exemples, et je pense que vous allez me dire, mais monsieur Calimani, vous nous avez quand même parlé de conception riemannienne de dynamique, je sais pas quoi là. C'est ça que vous allez me dire, j'imagine, hein. Ça va être ça. Ça va être ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une des choses qu'on se rend compte en fait en étudiant les organismes vivants, un des paradoxes, c'est que leurs paramètres en fait thermodynamiques propres sont indépendants des paramètres thermodynamiques
du milieu dans lequel ils évoluent. Vous voyez ce que ça veut dire? Tu peux répéter, ouais. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la matière vivante et des organismes vivants, c'est que les paramètres de leur champ dynamique propre ou interne, en fait, est différente du champ thermodynamique dans lequel elles évoluent. En gros, c'est quand on est à 37 degrés et dehors il fait 0. Voilà, par exemple. Je veux dire, en fait, elle ne respecte pas totalement l'entropie. Préciser, je vous en prie. Je veux dire, il y a une certaine température dans le milieu où ils sont, eux ils ont une autre température et ils vont se débrouiller pour pas que leur température s'adapte, enfin que le différentiel de température s'abaisse, au contraire, ils travaillent en conditions de potentiel. Voilà, c'est ça. Donc on se rend compte que les organismes vivants ont une caractéristique qui leur est intrinsèque, tous, c'est leur température et leur pression ou différentes choses, mais en particulier la pression interne et la température, qui est indépendante en fait du milieu même dans lequel ils évoluent. Dans quel sens parce que j'imagine que si on se met à -30 degrés, on aurait du mal à maintenir la température intérieure à 37 degrés. Si on se met à -30 degrés, par exemple, c'est Oui, c'est la pression sur le corps, forcément. Et après, il y a une limite à l'efficacité de la chose, quoi. Il y a forcément une limite. Il y a une limite. D'ailleurs, même dans la biosphère, Vernadsky est quand même relativement... on va dire, c'est ça qui est intéressant dans sa thèse, c'est qu'il va vraiment montrer les limites des différents organismes. Par exemple, il dit, voilà, l'organisme qu'on a trouvé le plus bas au fond de l'eau, je ne sais plus, c'est 6000 km, quelque chose comme ça. Non, 5 km, pardon. Donc il donne tout un sens comme ça des limites. Par exemple, il dit voilà, il y a des levures, par exemple, qui sont restées 10h30 dans le vide à une température plus basse de moins de 169 degrés Celsius. Donc il va déterminer comme ça une limite de température en fait, pour les organismes vivants, malgré leur propre en fait, pression et température interne. Il y a quand même ces limites qu'il va identifier en fait, pour montrer quand même qu'il y a quand même une relation entre les deux. Et c'est pas, tu peux pas vivre avec ta température interne n'importe où non plus. Tu vois, c'est ça qui explique. Donc il donne bien toutes les limites. Mais bon, c'est très technique le bouquin et on va pas. Enfin, là, il prend des exemples de levures qu'on essaie de faire chauffer pour voir les limites. Même dans des gens comme Becquerel ont beaucoup travaillé là-dessus. Qui ont fait vivre des spores en fait, à moins 253 degrés Celsius, sans qu'elles perdent leur capacité vitale. C'est quand même des expériences intéressantes sur les limites, justement, de la température interne de ces choses-là, et de leur pression, etc., par rapport aux conditions extérieures. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers justement l'étude de ces limites, au fur et à mesure, il a pu voir que dans certains milieux froids, chauds, etc., ou de pressions différentes, on a vu qu'il y a une évolution en étant géologique des organismes en fait qui ont pu justement accéder à des niveaux en fait, je dirais de température, de pression ou autre qui n'étaient pas possibles avant. Donc c'est là il parle de cette capacité d'autonomie par rapport à cette chose qui leur est intrinsèque de développer en fait des ressources qu'elles n'avaient pas en fait, grâce à leur autonomie justement. C'est là où il fait le lien entre les deux. Donc c'est là où en fait il y a cette question justement, c'est un peu le point sensible parce que justement on est justement au moment même où il y a quelque part il y a toutes ces limites finalement qui sont là, qui sont identifiées, mais qu'on voit quand même que dans l'histoire des temps géologiques, ces limites en fait ont sans cesse été transgressées par justement la capacité des organismes vivants de manière personnelle, on pourrait dire, grâce à leur propre mécanisme, à le dépasser. Par exemple, il prend un exemple que moi je trouve assez marrant. Voilà, on la vie dans l'eau, il y en a plein. C'est là où il y a plus de vie, de matière vivante, il y en a plein. Et à un moment donné, donc la vie se développe à différents niveaux de l'eau. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus les rayons lumineux qui arrivent. Donc on pourrait dire fin de partie. Quoi. Plus de vie en dessous.
Et là, il cite justement, j'ai montré un verre luisant avant-hier à ceux qui étaient là, il cite le poisson fluorescent. Voilà. Il dit, voilà, grâce au poisson fluorescent, la vie a encore franchi une limite, puisque en fait, elle a pu aller mettre de la vie, grâce à ce phénomène de la fluorescence, en fait, là où il n'y avait pas la vie. Donc ça, c'est un exemple le plus marrant, moi je trouve, parce que c'est très joli, le poisson fluorescent. Mais donc il développe cette capacité, ce qu'il appelle la capacité d'adaptabilité, en fait, mais qui n'est pas une capacité d'adaptabilité, en fait, qui est conditionnée par les éléments physico-chimiques de l'extérieur, mais dans la capacité de transgresser à chaque fois ces choses-là pour transmettre et diffuser la vie. C'est là où on voit cette notion dynamique déjà, un petit peu des choses. Donc, et il conclut la première partie de son livre, celle que je présente là, sur le fait qu'il n'y a pas justement la vie, disons, il n'y a pas d'espace vital en gros, pour le simplifier, parce que c'est un petit peu la polémique de ce week-end, est-ce qu'il y a un espace vital ou pas? Donc, il arrive à prouver justement grâce à ça qu'il n'y a pas, justement, la vie n'est pas déterminée par la physique chimique de la matière brute, elle n'est pas déterminée par les propriétés du milieu ambiant, et elle n'est pas déterminée par l'adaptation justement à ces deux choses, c'est-à-dire le milieu ambiant et leurs caractéristiques physico-chimiques. Le principe de la vie en lui-même, en fait, a sans cesse prouvé dans le cours des temps géologiques, en fait, sa capacité à dépasser ses limites. Et c'est intéressant parce qu'il conclut justement, donc pour Vernadsky, ce qu'il découvre à travers tous ces paradoxes, cette idée déjà de remettre en cause l'idée d'un commencement de la vie, cette idée de remettre en cause que il n'y a que la matière vivante qui crée la matière vivante, qu'il n'y a pas de temps géologique connu, en fait, qui sont dénués de vie par rapport aux conceptions qu'on a développées, que jamais la vie n'a été engendrée par autre chose que la vie. Donc, il pose quand même quelque chose d'extrêmement révolutionnaire, dans le sens où finalement il est en train de dire que l'univers dans lequel on vit, composé de différents principes physiques universels en fait, celui qu'on a vu hier à travers l'étude de la géométrie, de la musique, et si on avait eu le temps, on serait allé dans les orbes célestes, c'est l'harmonie qui existe dans les différentes choses que l'on peut construire, voir, comparer, etc. Donc qui est, disons, qui va au-delà même de la simple gravitation universelle, une force physique en fait, je dirais matérielle. Et là, il va essayer vraiment d'amener ce concept, justement, que la vie est un des principes en fait physiques qui va déterminer même l'existence en fait de l'univers dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est pas l'univers qui se développe et qui crée l'harmonie et qui crée la vie, mais c'est la vie et l'harmonie, comme on l'a vu hier, qui sont la cause même, en fait, de la façon dont l'univers se développe. Ça va dans le bon sens? Il dit ça, lui. Disons qu'à une époque, les gens disaient que la Terre était plate. Après, il y a quelques élèves qui disaient que la Terre était plate, d'autres qui disaient que la Terre n'était pas plate. Et on a avancé comme ça. Vernadsky dit des choses, moi j'en dis d'autres. Il faut savoir justement faire comme la vie. C'est ça que Larouche appelait son texte le principe de l'esprit humain. C'est pas simplement. Il dit pourquoi on peut comprendre simplement l'esprit humain si on utilise la découverte de Vernadsky sur la biosphère. On peut comprendre l'esprit humain. C'est un pédagogique pour comprendre l'esprit humain, justement. C'est même ce que fait Vernadsky, même à son niveau de connaissance à l'époque, en fait, il est extrêmement limité par rapport à tout ce qu'on a découvert depuis. Donc, et il pose quand même cette idée-là. Je veux dire, il pose quand même que la vie, alors, que vous citez, il dit
Je vais vous donner quand même une citation, je ne sais pas, j'en avais noté une ou deux. De toute façon, on s'y pense. La matière vivante prête à la biosphère a un aspect absolument extraordinaire, jusqu'à présent unique dans l'univers. La distinction s'y impose de deux types de matière. La distinction s'y impose de deux types de matière qui exercent une influence réciproque l'une sur l'autre, mais que certains traits essentiels de leur histoire géologique séparent par un abîme infranchissable. Il a toujours été hors de doute que ces deux différents types de matière de la biosphère appartiennent à des catégories de phénomènes divers qui ne peuvent être réduits à un seul. C'est pour montrer qu'il identifie bien la vie comme un des principes physiques, en fait, physique mais pas dans le sens matérialiste, attention, un des principes physiques universels, c'est-à-dire qu'est-ce qui est l'organisateur, en fait, de ce dont nous vivons. Et une autre citation qui est un petit peu plus jolie, je trouve. La vie est ainsi un perturbateur puissant, permanent et continu de l'inertie chimique sur la surface de notre planète. Donc ça, par rapport à l'esprit humain, on peut faire l'analogie, c'est drôle. En réalité, non seulement elle crée par ses couleurs, ses formes, par les associations des organismes végétaux et animaux, par le travail et l'œuvre créatrice de l'humanité civilisée, on va y venir, tout le tableau de la nature ambiante. Mais elle pénètre les processus chimiques les plus profonds et les plus grandioses de l'écorce terrestre. Il n'est pas de grand équilibre chimique sur l'écorce terrestre où l'influence de la vie ne se manifeste, marquant toute la chimie de son sceau ineffaçable. Ainsi, la vie n'est pas un phénomène extérieur ou accidentel à la surface terrestre. Donc c'est de concevoir que la vie est un concept, est un principe physique universel, c'est ce qui est en train de prouver Van Aspie. Comme on a pu, disons, on a commencé à ébaucher le principe d'harmonie, en fait, dans les différentes choses qu'on a étudiées, comme la géométrie ou la musique pour l'instant, pas encore l'astronomie. C'est ce qu'il est en train de dire Van Aspie, c'est vraiment un phénomène distinct qui est un des moteurs, en fait. Un des moteurs. Parce qu'après tout, je sais pas, on peut se poser la question. Pourquoi l'univers aurait été créé qu'avec de la matière? Pourquoi il n'aurait pas été créé avec de la matière vivante? Il y a de la matière radioactive aussi. Il y a différents types de matière. Et pour le quatrième paradoxe, si je comprends bien, c'est quand tu dis il n'y a pas d'espace vital, c'est parce que la vie est partout. C'est pas bien, c'est le quatrième. Non, il n'y a pas d'espace vital, c'est justement parce que la vie, de par sa qualité intrinsèque, a toujours réussi à se faire l'exemple de poissons fluorescentes. Quand on dit la vie, voilà, si on répond là où il y a de la lumière, par exemple. Ben là, la vie a prouvé que même là où il n'y a pas de lumière, elle a été capable de faire une machine-outil, poisson fluorescent. Donc, en fait, elle existe là où elle n'aurait pas dû exister. C'est en ça où tu vois l'espace, ce qu'on appelle l'espace de la matière, en fait, avec ses composés physico-chimiques, n'est pas un frein, en fait, n'est pas une limite à la vie. Ça, c'est la première. C'est tous les premiers paradoxes que lui va poser sur la question de la vie, et qui quand même remettent pas mal en cause la conception. Disons, si on aime réfléchir, disons, ça pose quand même certaines questions sur la conception même qu'on a de l'univers. Voir cette idée qu'il y a des principes physiques dans le sens où on l'entend de manière commune, qui sont la gravitation universelle, la température, tout ce que vous voulez, et cette conception de la vie, en fait, comme un autre principe physique universel qui interagit, en fait, qui interagissent les deux ensemble pour former finalement ce qu'on est en train de vivre, de voir, d'entendre, de faire, etc.
Je trouve que c'est ce qu'il essaie d'amener au fur et à mesure. En fait. Et là, on s'intéresse qu'à la nature, pas encore à la nature humaine. Mais donc ça, c'est les premiers paradoxes qui font qu'ils commencent à déterminer ce principe physique universel qu'est la vie. Et après, on va voir justement sur quelles sont les caractéristiques, en fait, qui sont sous-jacentes à ce principe physique universel. Disons, il fait une deuxième partie là-dessus, et ça, c'est Julien qui va la... J'aurais une question. Ouais.